Euh, J'ai informé votre délégué du retardement du cours dû à des contraintes. Je suis vraiment désolé. Je vais essayer tout de même donc de vous libérer, de vous laisser euh, le temps entre cette séance et la prochaine séance. Donc, on va aller jusqu'à 13 heures. Donc, on va s'arrêter vers 13 heures moins 10 ou peut-être moins 4. L'essentiel, c'est qu'on avance assez bien dans ce chapitre. Donc, dans le chapitre 2, nous avons commencé à parler de cheminement dans les graphes, c'est-à-dire on a commencé à voir les graphes de façon dynamique, on commençait à se déplacer dans les graphes. Nous avons vu quelques notions de tout ce qui concerne les notions non orientées chaîne et cycle, les notions orientées che. Monsieur, Oui, oui. Avant qu'on commence, vous pouvez s'il vous plaît voir s'il y a des demandes d'accès? Il n'y a aucune demande d'accès. Ça sonne à chaque fois qu'il y a une demande d'accès et ça apparaît sur mon écran. D'accord, je vais leur dire de réessayer. De réessayer et je vais les rajouter. Donc, je vais attendre encore 2-3 minutes et on va. Des notions, nouvelles notions où on a essayé de se déplacer dans les pentes. Nous avons vu les notions non orientées de chaîne et de cycle et nous avons vu les notions orientées correspondantes, c'est les chemins et les circuits. Et nous avons vu quelques propositions qui sont liées à l'existence d'un cycle ou d'un circuit dans un graphe. Et puis, par la suite, nous avons vu la matrice de fermeture transitive, qui est une matrice booléenne. Et son rôle, donc, c'est de donner l'existence ou la non-existence des chemins dans un graphe. Donc, un chapeau de IJ égale à 1 s'il y a un chemin, 0 s'il n'y a pas de chemin de I vers J. Nous avons vu aussi l'algorithme de Warshall qui permet de calculer en minimisant le nombre d'opérations, donc de calculer cette matrice de fermeture transitive d'un chapeau. Maintenant, on va passer à autre chose. On va passer à la notion d'exploration d'un graphe. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'exploration d'un graphe? C'est de parcourir tous les sommets de notre graphe en démarrant d'un sommet qu'on doit choisir au préalable. Donc, en général, le choix le sommet de départ n'est pas très important, sauf dans quelques cas. Donc, on démarre d'un sommet et on essaye par voisinage, donc en essayant d'utiliser les relations entre les sommets, c'est-à-dire les chaînes ou les arcs, pour visiter les différents sommets. Donc, c'est une façon à partir d'un sommet, d'essayer de voir comment on peut visiter tous les sommets de notre graphe.
ceci va définir à la fin une suite, une séquence, une suite ordonnée de sommets à partir du sommet de départ qu'on appelle généralement le sommet racine. Donc, voilà ce qu'on veut dire par l'exploration d'un graphe ou le parcours d'un graphe. On démarre d'un sommet en essayant d'aller par voisinage, visiter différents sommets jusqu'à ce qu'on visite tous les sommets de notre graphe et on sort avec une liste ordonnée des sommets de notre graphe. L'exploration, elle est utile pour pas mal de problématiques dans la théorie des graphes, comme la résolution du problème de connexité qu'on va voir après, la forte connexité, les graphes bipartis, etc. Donc, voilà, on va expliquer. Donc, il y a deux façons pour explorer un graphe. Il y a une façon où on va explorer un sommet, on démarre d'un sommet, puis on va aller vers un voisin, puis le voisin du voisin, puis le voisin du voisin. C'est comme si on est sur un arbre et on va prendre une branche de cet arbre-là et on va aller jusqu'à arriver à une feuille. Puis on va prendre une autre branche et on va aller jusqu'à ce qu'on arrive à une feuille et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une façon de faire l'exploration d'un graphe et de visiter tous les sommets de ce graphe-là. Et elle s'appelle l'exploration en profondeur. Et il y a une deuxième façon de faire l'exploration, elle s'appelle l'exploration en largeur, c'est-à-dire je prends un sommet, puis je vais visiter tous ses voisins directs, puis je vais visiter les voisins des voisins, puis je vais visiter les voisins des voisins des voisins, etc., jusqu'à ce que je visite tous les sommets de mon graphe. Donc, les deux manières, ce sont deux explorations. On va les expliquer petit à petit avec une explication générale, un algorithme d'exploration un peu plus général et on va avancer. Donc, l'algorithme d'exploration qui est général, le principe, c'est quoi? C'est d'avoir en sortie une liste ordonnée de sommets, donc consiste à déterminer l'ordre dans lequel seront visités les sommets. Donc, ce sera une liste ordonnée. Et là, en entrée, un sommet de départ qu'on appelle le sommet R, le sommet racine. Donc, il a en entrée un sommet et là, en sortie, une liste ordonnée qui comprend normalement tous les sommets de notre graphe. L'algorithme, c'est le suivant. Donc, s'affiche, on va essayer de l'expliquer. Nous avons notre parcours, il sera mis dans cette liste P, qu'on a appelée grand P. Nous avons une liste L, où au départ, on n'aura que le sommet R. Quel est le rôle de cette liste? Cette liste va contenir les sommets qui seront candidats à être visités. Donc, puisqu'on va démarrer le sommet R, c'est le premier candidat, c'est le sommet R pour le moment. Puis par la suite, on va rajouter des sommets qui seront candidats à être visités. Donc, un sommet qui sera visité, dès qu'on le choisit, il sera mis dans la liste ordonnée P. Donc, voilà. On va faire notre parcours, donc la boucle principale, c'est celle-là. Tant que cette liste n'est pas vide, donc il y a toujours des candidats à visiter, et tant que mon parcours n'est pas complet, il y a toujours des sommets manquants. Il n'est pas égal à X, à tous les sommets de mon graphe. Donc, à chaque fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir un sommet de la liste des sommets qui sont candidats. Donc, la liste L. Au départ, on va choisir le sommet L. Qu'est-ce qu'on va faire? On va enrichir cette liste. Donc, on va rajouter, donc vous voyez, il y a deux boucles pour tout GIJ et pour tout arc GI. Donc, on va rajouter tous les voisins de I.
Donc, les arcs sortants et les arcs rentrants vers I. Je rajoute les voisins à la liste. Donc, si le sommet ne fait pas partie de la liste, je le rajoute. S'il ne fait pas partie de la liste, je le rajoute. Voilà, et ainsi de suite. Donc, à la fin, j'aurai rajouté les voisins de I à la liste N. Donc, il y a cette fonction au début, avant de les rajouter, choisir et extraire I de N. Donc, je choisis un sommet de N et je l'extrais, c'est-à-dire je l'enlève de la liste N. Et à la fin, lorsqu'on termine, le sommet I, après l'avoir extrait de L, je le rajoute au parcours, à mon parcours P. Et je reboucle, je continue, je choisis encore une nouvelle fois un autre sommet, ainsi de suite. Donc, voilà le principe de cet algorithme. Maintenant, on avait dit qu'il y a deux explorations, l'exploration en largeur et l'exploration en profondeur. Qu'est-ce qui va faire la différence entre les deux? C'est cette liste L. Comment on va l'implémenter point de vue algorithmique. Donc, cette liste L, point de vue algorithmique, on a deux façons de l'implémenter. Soit on va l'implémenter sous forme de pile, soit on va l'implémenter sous forme de fil. Donc, si on l'implémente sous forme de pile, la fonction, donc on a deux fonctions qui ont été utilisées, c'est choisir, extraire, et la fonction ajouter. Je reviens vers l'algorithme. Donc, choisir, extraire, donc le sommet qu'on va choisir pour le mettre dans le parcours et rajouter ses voisins à la liste. Et ajouter, c'est la fonction qui va rajouter à notre liste. Donc, si c'est une pile, on va rajouter au début et on va extraire du début. Si c'est une file, on va rajouter au début, donc en haut de la liste, si vous voulez, et on va extraire de la fin de la liste. Donc, le premier qui va rentrer, ce sera le premier qui va sortir. Dans la pile, c'est l'inverse. Donc, vous avez vu tout ça dans les structures de données, dans l'algorithme. Donc, voilà les deux principes. Donc, on va expliquer maintenant, on commence par l'exploration en largeur. Donc, l'exploration en largeur, je rappelle, ça consiste à démarrer du sommet qui est en entrée, de la racine, puis rajouter tous ses voisins, puis les voisins des voisins, un par un, et les voisins des voisins des voisins, jusqu'à la fin. Donc, pour cela, le même algorithme, qu'est-ce qu'on va faire? On va implémenter notre liste L sous forme d'une liste FIFO ou sous forme d'une file, si vous voulez. Et la fonction choisir, extraire deviendra la fonction défiler et la fonction ajouter, ça deviendra la fonction enfilée que vous connaissez tous lors de la manipulation des fils. Un petit exemple pour illustrer le parcours. Donc, nous avons le graphe que vous avez sur le côté droit de votre écran. Et nous avons notre sommet de départ, la racine, c'est le sommet 1. Donc, on suppose qu'on nous a demandé de commencer le parcours à partir du sommet 1. Donc, on a deux structures. Donc, ici, on va faire une exploration largeur. On a notre fil ou la liste FIFO. On a le sommet 1. On commence par la racine. Et le parcours, pour le moment, il est vide. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rechercher tous les voisins du sommet 1. Le sommet 1, il a le 2, le 6 et le 7 comme voisins. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va extraire le sommet 1 de la file. On va rajouter le 2, 6 et 7 à notre file et on va mettre le 1 dans le parcours. Ça, c'est la première itération. Deuxième itération, on va défiler un sommet de notre file. Donc, le premier arrivé, c'est le premier qui va
sortir. Donc, le 2, on a mis le 2 en premier, ensuite le 6, ensuite le 7. Bon, ici, c'est les voisins. Ça dépend comment est enregistré le graphe sur la machine et comment on va lire notre graphe. Donc, c'est possible que ça ne soit pas dans cet ordre-là. Ce n'est pas très important, l'ordre ici. Donc, 2, 6, 7, 6, 7, 2, 7, 2, 6, etc. Ce n'est pas important. L'essentiel, c'est les voisins directs du 1. Ensuite, donc, je défile un sommet. Je défile le 2 et je rajoute les voisins du 2. Nous avons le 1. Le 1, je ne le rajoute pas parce qu'il est déjà dans le parcours. Un sommet qui existe dans le parcours, on ne le rajoute pas à notre fil. Ensuite, j'ai le 3, voisin du 2, j'ai le 4 et j'ai le 7. Donc, 3, 4, 7 qu'on va rajouter et on rajoute le 2 au parcours. Donc, voilà les deux structures. Donc, maintenant, dans la file, on a 6, 7, 3, 4, 7 et dans le parcours, on a 1, 2. La question qui se pose, il y a 2 fois le 7. Il y a 2 fois le 7. Vous allez voir par la suite, ça ne va pas poser de problème. Maintenant, est-ce qu'on peut éviter ça, à votre avis? Est-ce qu'on peut éviter la duplication des sommets dans la file? Qui peut me répondre? La file, elle est conçue, la file ou la pile, sont conçues avec leurs 2 primitives. La primitive qui permet d'extraire et la primitive qui permet de rajouter. Donc, l'extraction, le rajout se fait soit au début, soit à la fin, selon la structure. Pour maintenant vérifier est-ce que ça existe déjà pour ne pas encore enfiler le 7, qu'est-ce qu'on doit faire? On est obligé de défiler toute la file pour lire quels sont les éléments qui sont dans la file et vérifier s'il existe pour ne pas le rajouter une nouvelle fois. Donc, ça nécessite beaucoup de temps d'exécution. Ça va consommer beaucoup de temps d'exécution. Donc, on préfère dupliquer à l'intérieur de la file que d'avoir des redondances. Donc, voilà. Donc, c'est une redondance. Elle permet de gagner en temps d'exécution et ça ne pose pas de problème. Vous allez voir en suivant l'exécution de cet exemple. On continue notre exécution. Donc, prochain pardon, ça a sauté. Prochain sommet, ça sera le sommet 6. Donc, c'est lui qui est au début de la file, le plus ancien dans la file. Donc, on va l'extraire. On va rajouter les voisins du 6. Il y a le 1, on ne le rajoute pas parce qu'il existe déjà dans le parcours. On a le 4, le 5 et le 7. Donc, le 6 va passer dans le parcours. 4, 5, 7, on va les rajouter à la file. Donc, voilà. Maintenant, on a encore 3, 7 et 2, 4 dans la file. Et je rappelle, ça ne pose aucun problème. Si on essaie d'éviter ces duplications, ça sera coûteux point de vue algorithmique. Donc, on a rajouté le 6. Prochain sommet, ça sera le sommet 7. Donc, on va prendre les voisins du 7. Il a le 1, le 2, le 6 et le 5. Donc, le 1, le 2, le 6, ils sont déjà dans le parcours. On ne va pas les rajouter à la file.
Donc, il n'y a que le 5 qu'on va rajouter à la file et le 7, on va le défiler et le mettre dans le parcours. Voilà. Prochain sommet, c'est le 3 qui est le plus ancien dans la file. Donc, je vais défiler le 3 et je vais rajouter tous les voisins du 3. Il y a le 2 et le 4. Le 2 existe déjà dans le parcours, donc on ne va pas le rajouter. Donc, il n'y a que, pardon, je n'ai pas vu la boucle. Il y a la boucle aussi sur le 3. Donc, il y a le 3 et le 4 qu'on va rajouter à la file. Voilà. Ensuite, prochain candidat, c'est le sommet 4. Le sommet 4, ses voisins sont le 2, le 3, le 5, le 6 et le 8. Le 2, le 3, le 6 existent déjà dans le parcours. Donc, on ne va pas les rajouter à la file. On va rajouter le 5 et le 8. Donc, et on met le 4 dans notre parcours. Voilà. Maintenant, le prochain sommet candidat, c'est le 7. Le 7 existe dans le parcours, donc il n'y a rien à faire ici. Donc, on va le sauter. Donc, on passe au sommet suivant. Le sommet suivant, ça sera le sommet 4. Le sommet 4 existe déjà dans le parcours, donc on va aussi le sauter et le défiler sans rien faire. Le sommet suivant, ça sera le sommet 5. Le sommet 5, donc on va le prendre, on va le défiler et on va rajouter les voisins du 5 à notre fil. Les voisins du 5 sont le 4, il existe déjà dans le parcours. Le 6, il existe déjà dans le parcours. Le 7, il existe déjà dans le parcours. Et le 8, donc il n'y a que le 8 à rajouter à la file. Et le 5 sera, et le 7, pardon, sera, le 5 sera mis dans la file. Le 5. Voilà. Prochain sommet dans la file, c'est le sommet 7. Il existe dans la file, donc je le défile sans rien faire. Le sommet suivant, c'est le 5. Je le défile sans rien faire. Prochain sommet, c'est le 3. Le 3 existe dans le parcours. Je le défile sans rien faire. Prochain sommet, c'est le 4. Il existe dans la file. Je défile sans rien faire. Prochain sommet, c'est le 5. Il existe dans le parcours. Je le défile sans rien faire. Prochain sommet, c'est le 8. Le 8 n'existe pas dans le parcours. Je regarde les voisins du 8. Il en a 2. Le 4 et le 5 existent dans le parcours. Donc, je ne peux pas les rajouter à la file. Donc, je le défile et je le rajoute au parcours. La file n'est pas vide, mais par contre, le parcours contient tous les sommets de notre graphe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on a terminé notre parcours et le parcours, c'est dans l'ordre suivant. Donc, le sommet 1. Ensuite, les voisins du 1, 2, 6, 7. Le premier niveau dans les voisins le terme qu'on utilise dans les réseaux, c'est les voisins à un saut du 1, le 2, 6, 7. Puis les voisins, ce qu'on appelle les voisins à 2 sauts du sommet 1, c'est les 3, 4 et 5. Et puis les voisins à 3 sauts du 1, c'est le 8. Voilà l'exploration en largeur. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez compris le principe? Oui, monsieur. OK, merci. Donc, maintenant, on va voir l'exploration en profondeur. L'exploration en profondeur, c'est que tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait fait? Les voisins à un saut, les voisins à 2 sauts. Maintenant, non. On va prendre le sommet racine, on prend un voisin, et puis directement, le voisin de ce voisin, le voisin du voisin, c'est comme si on va prendre une branche et on va se déplacer complètement dans cette branche.
Dès qu'on la termine, on remonte pour prendre une autre branche et ainsi de suite jusqu'à explorer tout le graphe. Donc, pour réaliser ceci, on utilise le même algorithme, seulement la structure de liste qu'on va utiliser, c'est une file, au lieu que ce soit une file avec les deux primitives dépilées et empilées. Donc, l'extraction, ce sera la fonction de la primitive dépilée et l'insertion ou le rajout, ça sera empilé. On prend le même exemple et on va essayer de parcourir le même graphe, mais cette fois-ci en profondeur. Donc, nous avons le sommet de départ, c'est toujours le sommet 1. Donc, on met dans notre liste, dans la pile le sommet 1. Le parcours, il est vide initial. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? De la même manière. Cette fois-ci, donc on va dépiler, donc, il n'y a qu'un seul élément, on va dépiler le 1. On va rajouter à la pile les voisins du 1, 2, 6, 7, et on met le 1 dans le parcours. Là, c'est presque la même chose avec le premier. Prochaine étape, on va dépiler. Le dernier qui a été rajouté, c'est le 7. Donc, on va dépiler maintenant le 7 et non pas le 2. Et ensuite, on va rajouter les voisins du 7 à notre parcours. Donc, les voisins du 7, il y a le 1, il existe déjà dans le parcours, le 2, le 6 et le 5. Donc, on rajoute 2, 6, 5 à notre pile. Voilà, on les a rajoutés en haut de la pile et le 7, on l'a mis dans notre parcours. Donc, prochaine étape, on va dépiler. Donc, on ne va pas dépiler le 2, on va dépiler le 6, le dernier qui a été rajouté. Donc, le 6 va être mis dans le parcours et on rajoute les voisins du 6. Les voisins du 6, le 1, il est dans le parcours, le 7, il est dans le parcours, et il ne nous reste que le 4 et le 5 qu'on va rajouter à notre pile. Donc, 4 et 5 à la pile, 6 dans le parcours. Voilà. Et maintenant, regardez qu'est-ce qu'on est en train de faire. On est passé de 1 vers 7, de 7 vers 6. On est en train de, comme si on est en train de dessiner une branche ou de former une chaîne qui démarre de 1. La prochaine fois, logiquement, on va prendre soit un voisin du 6, 5 ou 4, ensuite un voisin du 5 ou du 4, et ainsi de suite. Donc, on va continuer. On dépile le dernier élément qui a été rajouté, le 5, on le dépile. On rajoute les voisins du 5 à notre pile. Les voisins du 5, il a le 4, il a le 6, il existe dans le parcours, on ne rajoute pas. Il y a le 7, il existe dans le parcours, on ne rajoute pas. Et il y a le 8. Donc, on va rajouter le 4 et le 8 à notre pile. Et le 5, il passe dans le parcours. On le dépile et il passe dans le parcours. Voilà. Donc, on a fait 1, 7, 6, 5. Prochain sommet qu'on va sélectionner, le dernier qui a été rajouté à la pile, le 8. Donc, on va le dépiler et on rajoute les voisins du 8 à notre pile. Les voisins du 8, il en a deux, le 4 et le 5. Le 5, on ne peut pas le rajouter à la pile parce qu'il existe dans le parcours. Par contre, le 4, on peut le rajouter. Donc, notre parcours maintenant, 1, 7, 6, 5, 8. Logiquement, le prochain qui sera sélectionné, ce sera le 4. Puis après le 4, logiquement, le 6, on est déjà passé par le 6, ça sera le 3. Après le 3, logiquement, ça sera le 2. Et c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Donc, je vais dépiler un sommet. Le dernier qui a été rajouté, c'est le sommet 4. Donc, je le mets dans le parcours et je rajoute les voisins du 4 à notre pile. Les voisins du 4,
il en a le 2, le 3, le 5, il existe dans le parcours, on ne rajoute pas. Le 6, il existe dans le parcours, on ne rajoute pas. Et le 8, il existe dans le parcours, on ne rajoute pas. Donc, il n'a que le 2 et le 3 qu'on va rajouter à notre pile. Voilà, donc notre parcours, il est arrivé au sommet 4. On va dépiler encore. On va dépiler le 3. On va rajouter les voisins du 3. Le 3, il a lui-même, il a le 2 et il a le 4. Le 4 existe dans le parcours, on ne rajoute pas. Donc, on va rajouter le 2 et le 3 à la pile et le 3, on va le rajouter au parcours. Voilà. Puis, donc, notre parcours, qu'est-ce qui lui manque? Il y a le sommet 1, le 2 maquinage, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce que tous les sommets sont là. Il nous manque uniquement le sommet 2. Donc, dès qu'on va dépiler le 2, on le rajoute au parcours, on va s'arrêter. Ce sera la dernière itération. Donc, prochaine itération, on va dépiler le 3. Le 3 existe dans le parcours, donc ça ne sert à rien de le traiter. Donc, on le passe. Donc, on dépile le 3. Ensuite, on va dépiler le 2. On rajoute les voisins du 2 à la pile. Il y a le 1, il existe déjà. Il y a le 3, il existe déjà. Il y a le 4, il existe déjà dans le parcours. Il y a le 7, il existe déjà dans le parcours. Donc, on va dépiler le 2. On le rajoute au parcours et on a terminé notre parcours. Donc, notre parcours, c'est 1, 7, 6, 5, 8, 4, 3, 2. On a formé une sorte de chaîne élémentaire qui passe par tous les sommets de notre graphe. Donc, l'exploration, c'est ça l'exploration de profondeur. Parfois, donc, ça donne une chaîne qui passe par tous les sommets du graphe. Parfois, ça donne plusieurs chaînes. Donc, dès qu'il termine une branche, il va passer automatiquement, si on suit la même façon d'exécuter, il va passer à une autre branche, ainsi de suite. Donc, voilà l'exploration du graphe. Donc, il y a deux façons de faire l'exploration. L'idée, c'est la même. Qu'est-ce qui va distinguer l'une de l'autre, point de vue algorithmique? C'est l'implémentation de la liste d'attente. Est-ce que ça sera une file ou une pile? Donc, la liste des candidats à être, des sommets qui sont candidats à être mis dans le graphe. On a terminé avec l'exploration des graphes. On va passer maintenant pour parler de la notion de connexité. Le mot connexité, donc si on veut extraire de ce mot, d'autres mots, le verbe, c'est connecter, et un autre mot, c'est connexion. Donc, est-ce que dire qu'un graphe il est connexe, ça revient à dire, est-ce que tous les sommets sont connectés entre eux? D'autres termes, est-ce qu'ils sont tous connectés entre eux? S'ils sont tous connectés entre eux, ça veut dire que je peux relier deux sommets quelconques, même en passant par des sommets intermédiaires. C'est-à-dire, il y a une chaîne qui permet de joindre n'importe quelle paire de sommets. Donc, deux sommets quelconques, je peux les connecter. On peut trouver une liaison directe ou indirecte entre eux. Donc, il y a une chaîne qui permet de joindre deux sommets quelconques. Point de vue dessin. D'un point de vue définition de la connexité, elle est définie de cette manière. Maintenant, point de vue visuel, si j'ai un graphe qui est dessiné, est-ce que je peux voir est-ce qu'il est connexe ou non visuellement? Oui, on peut le voir, on peut distinguer ce qu'il est connexe ou non. Donc, si le graphe est connexe, on va voir le dessin sous forme d'une seule entité. S'il n'est pas connexe, on va voir deux ou plusieurs entités qui sont indépendantes point de vue dessin, les unes des autres. Elles ne sont pas reliées dans le dessin.
avant de parler des composantes connexes, ce graphe-là, il est connexe. D'un point de vue visuel, lorsque je le regarde, c'est une seule entité. Il n'y a pas de parties qui sont déconnectées, débranchées l'une de l'autre. Par contre, le graphe G3, il n'est pas connexe. Il y a des parties qui sont indépendantes les unes des autres. Vous voyez, 1, 5, 6, c'est une entité, et 2, 3, 4, 7, 8, c'est une autre entité, ils sont reliés entre Hadoma, mais il n'y a aucun lien entre cette partie 2, 3, 4, 7, 8 et l'autre partie 1, 5, 6. Voilà la notion de connexité. Maintenant, la notion de composante connexe. Qu'est-ce qu'on veut dire par composante connexe? Une composante connexe, c'est un ensemble de sommets. Une composante connexe est un ensemble de sommets. Qu'est-ce qu'il a comme particularité, cet ensemble de sommets? C'est que le sous-graphe qui est engendré par ce sous-ensemble de sommets, il est connexe. En d'autres termes, point de vue visuel maintenant, notre graphe ici, le premier graphe qui est connexe, il comporte une seule composante connexe. Donc, c'est-à-dire le plus grand nombre possible d'éléments qui sont connectés. Donc, ici, ce sont tous les sommets de notre graphe. Il n'y a qu'une seule entité connectée entre elles. C'est tous les sommets de notre graphe. Si je prends le deuxième exemple, nous avons deux composantes connexes. Il y a deux entités qui sont indépendantes l'une de l'autre. Donc, il y a une composante connexe, c'est 2, 3, 4, 7, 8. Et il y a une deuxième composante connexe, c'est le 1, 5, 6. Donc, voilà pour la notion de composante connexe. Donc, pour la redéfinir, donc, c'est un sous-ensemble de sommets. Le sous-graphe engendré par un sommet isolé est considéré comme une composante connexe. Un sommet isolé wahdo, il forme à lui-même un graphe connexe. Il est considéré comme graphe connexe parce qu'il n'y a pas plusieurs entités indépendantes entre elles. Donc, il est considéré comme une composante connexe. Et tout sous-ensemble de sommets dans le sous-graphe sous-ensemble de sommets S dans le sous-graphe G indice S est connexe, et si on lui rajoute n'importe quel autre sommet, il ne sera plus connexe. Ça, c'est une composante connexe. Voilà. Un graphe qui est connexe, il ne contiendra qu'une seule et unique composante connexe. Alors, pour définir la connexité, on a ce qu'on appelle les algorithmes de connexité. Pas connexé ou il ne l'est pas. Donc, il faut le prouver. Donc, comment le prouver? En utilisant ce qu'on appelle un algorithme de connexité. Bon, on va juste prendre 5 minutes, donc il est midi 7 à midi 12, je reprends avec l'algorithme de connexité. Voilà, quelques minutes, une petite pause pour que vous puissiez bien se concentrer. Donc, j'ai parlé de l'algorithme de connexité. Pour vérifier la connexité, comme je l'ai dit, on a de différentes façons de le faire. Il y a plusieurs algorithmes qui existent qui permettent de vérifier la connexité. Parmi ces façons-là, il y a l'algorithme de l'exploration. Que ce soit une exploration en largeur ou une exploration en profondeur, si notre algorithme est connexe
le parcours qu'on va obtenir va comprendre quels les sommets dans le graphe thermal. Il va comprendre tous les sommets sans exception de notre graphe. Si notre graphe n'est pas connexe, le parcours va contenir uniquement un sous-ensemble de sommets, une partie des sommets de notre graphe. Il y a donc, mis à part l'algorithme d'exploration, on l'a vu, donc vous connaissez son principe. Donc, il suffit de prendre un sommet quelconque. Vous êtes libre, vous choisissez le sommet que vous voulez et vous démarrez votre exploration en utilisant l'exploration par largeur ou la par profondeur. Vous êtes libre, faites ce que vous voulez. Et si vous obtenez tous les sommets à la fin dans votre parcours, donc le graphe est connexe. Si vous obtenez un sous-ensemble de sommets, vous terminez, donc la file elle sera vide, il n'y a plus de sommets possibles à sélectionner et à rajouter, donc le graphe n'est pas connexe. Alors, mis à part les algorithmes d'exploration, il y a d'autres algorithmes, entre autres un algorithme un peu plus simple que l'exploration. C'est un algorithme qu'on appelle l'algorithme de marquage. Il consiste à marquer les différents sommets pour vérifier la connexité. Alors, l'algorithme de marquage, c'est quoi? Donc, on démarre d'un sommet de départ, hein, comme dans l'exploration. Puis, on va marquer tous les sommets à fond, c'est-à-dire ils ne seront pas marqués initialement, si on travaille au crayon et là, au stylo. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter tous les voisins d'un sommet de C. On sélectionne un sommet dans C qui n'est pas marqué. On va rajouter tous ces voisins, puis on va le marquer. On répète ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sommets dans C qui ne sont pas marqués. À la fin, je vérifie est-ce que l'ensemble C est égal à X. Alors, il est connexe, notre graphe est connexe. Sinon, notre graphe n'est pas connexe. Un exemple, on va le voir maintenant. Donc, nous avons le graphe de tout à l'heure. On va voir est-ce que notre graphe est connexe ou non. Et on va démarrer l'algorithme. Donc, on va prendre un sommet quelconque. On choisit. On est libre de choisir le sommet. L'étape suivante, je vais prendre les voisins du 1 et je vais les rajouter à C. Ensuite, je vais marquer le 1 pour ne pas le réutiliser. Le marquage 1, l'objectif là-haut, c'est algorithmiquement parlant, c'est pour ne pas tomber dans une boucle infinie, puisqu'à chaque fois, on sélectionne un sommet du C. Donc, je rajoute les voisins du 1, qui sont 2, 6 et 7. Et je marque le 1. Ici, pour dire que j'ai marqué le 1, je l'ai mis en rouge. Prochaine étape, je prends un autre sommet. Je suis libre de choisir le sommet que je veux, à la différence avec l'exploration de tout à l'heure. Donc, je prends un sommet quelconque, 2, 6, 7, celui que je veux. Si maintenant vous voyez qu'un sommet, comme ça, vous avez le coup d'œil et vous voyez qu'un sommet va vous aider pour aller plus vite vers la fin de l'algorithme, choisissez ce sommet. Donc, on va choisir encore un autre sommet et on va rajouter les voisins à le sommet, on va le marquer. Donc, on choisit le 2. Le 2, il a quoi comme voisin? Il a le 1, il existe déjà dans C. Il a le 3, on le rajoute. Il a le 4, on le rajoute. Il a le 7, il existe déjà dans C. Et on marque le 2. Donc, on a maintenant dans l'ensemble C
et on va rajouter les voisins du 6. Donc, on a le 1, il existe déjà, le 7, il existe déjà, le 5, on va le rajouter, et le 4, il existe déjà. Donc, on rajoute le 5 et on marque le 6. On va choisir encore un autre sommet. Bien sûr, si on choisit le 7, on ne va pas avancer. Il nous manque juste le 8. Pour terminer, il faut choisir un des voisins du 8, soit le 4, soit le 5. Donc, prochain sommet qu'on va choisir, c'est le sommet 4. On va rajouter les voisins du 4. Il a le 2, le 3, le 5, ils sont déjà dans C, et le 8 qui n'y est pas, on le rajoute à C, et on marque le 4. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a tous les sommets de notre graphe dans C. Donc, C égale à X. Donc, on a terminé notre algorithme. Donc, notre graphe est connexe. Donc, le graphe que nous avons ici, le graphe G1, il est connexe. Donc, voilà un algorithme simple de connexité qui nous permet de vérifier si un graphe est connexe ou un autre algorithme qui se base sur l'algorithme de connexité qui nous permet de calculer les composantes connexes. Donc, CC, c'est un diminutif qu'on utilise pour ne pas trop écrire, donc pour indiquer les composantes connexes. Donc, l'algorithme, il fait quoi? L'algorithme se base sur l'algorithme de connexité, que ce soit l'algorithme de l'exploration du graphe ou l'algorithme de marquage. À condition qu'avec l'algorithme de connexité, lorsque je lui donne mon graphe, je lui donne un sommet de départ, il va me retourner l'ensemble des sommets. Donc, dans l'exploration, il va me retourner le parcours P, et dans l'algorithme de marquage, il va me retourner l'ensemble C qu'on a vu tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est assez simple. Le cas va me calculer c'est un indice qui va me calculer le nombre de composantes connexes. Les composantes connexes, où est-ce que je vais les mettre? Je vais les mettre dans un tableau que je vais appeler C. Donc, C de 1, il y aura la première composante, C de 2, il y aura la deuxième composante, et ainsi de suite. Donc, une boucle, tant que X différent de vide. Donc, tant qu'il y a des sommets, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir un sommet de X, R, que je vais mettre dans la variable R, puis je vais faire appel à l'algorithme de connexité en lui donnant mon graphe et l'ensemble et le sommet R. Et lui, il va me retourner soit le parcours, soit l'ensemble C que je vais sauvegarder dans ces deux cas. La première fois, ce sera dans ces deux cas. Ensuite, dès que je termine, de l'ensemble X, je vais enlever tout le sous-ensemble CK, ceux qui ont été définis, donc qui ont été retournés par la connexité, donc une composante connexe. Et je vais incrémenter mon compteur, donc le K, soit K plus 2, pour la prochaine fois sauvegarder la prochaine composante dans C2, et ainsi de suite. Donc la prochaine fois, je vais choisir un sommet qui n'a pas été choisi auparavant, et je vais appeler l'algorithme de connexité avec ce sommet R, et avec mon graphe, ça ne sera plus le même graphe, ça sera un sous-graphe. On a enlevé les sommets qui ont été sélectionnés la première fois dans la composante connexe. Et on continue, donc on va ensuite les enlever et incrémenter notre compteur, et ainsi de suite. À la fin, on s'arrêtera lorsque tous les sommets sont casés dans une composante connexe. Voilà l'algorithme de calcul de composantes connexes. Un petit exemple, le graphe G3 de tout à l'heure. On va essayer de
de calculer les composantes connexes, les CC, en se basant sur l'algorithme d'exploration de notre graphe, l'exploration en largeur de notre graphe, et on va essayer de calculer, de voir comment on va calculer ces composantes connexes. Donc, je prends un sommet de départ quelconque, j'ai pris le sommet 1, je le mets dans la file, et mon parcours, pour le moment, il est vide. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le sommet 1, je le défile, je rajoute ses voisins à la file, il n'y a qu'un seul, c'est le sommet 5, et le 1, je le mets dans le parcours. Prochaine étape, je vais défiler un autre sommet, c'est le 5, je le mets dans le parcours et je rajoute les voisins du 5. 1, il existe déjà dans le parcours, je vais rajouter, et ensuite il y a le 6. Donc, il y aura le 6 dans la file et dans le parcours, il y aura 1 et 5. Prochain sommet, le 6, je le défile. Je regarde les voisins du 6, il n'y a que le 5. Le 5, il existe dans le parcours, donc je ne peux pas le rajouter dans la file. Et je mets le 6 dans le parcours. Le parcours, c'est 1, 5, 6. La file, elle est vide. Il n'y a plus de sommet candidat pour rajouter dans le parcours. Donc, l'algorithme se termine. Notre parcours, c'est 1, 5, 6. 1, 5, 6, il est différent de l'ensemble X. Donc, notre graphe n'est pas connexe. Et 1, 5, 6 ne fait que former une composante connexe de notre graphe. Donc, ça, c'est une composante connexe de notre graphe. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour continuer? 1, 5, 6, je vais les supprimer. Donc, je vais les enlever de mon graphe. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Les sommets 2, 3, 4, 7, 8. Donc, l'ensemble X carré, c'est 2, 3, 4, 7, 8. Donc, les 1, 5, 6, où est-ce que je vais les mettre? Je vais les mettre dans un ensemble C1, ma première composante connexe. Et on refait l'exploration avec ce qui nous reste comme graphe. Donc, je vais démarrer d'un sommet. Je prends par exemple le sommet 2, je le mets dans le fil, puis on va défiler le 2, on le met dans le parcours et on rajoute les voisins du 2. Les voisins du 2 sont 3, 4 et 8. Donc, 3, 4 et 8 dans le fil, le 2 dans le parcours. Je défile le 3 et je rajoute les voisins du 3. 2, il est dans le parcours, je ne rajoute pas. Il y a le 3 et le 4. Ensuite, je défile encore. Je défile le 4 et je rajoute les voisins du 4. 2, 3, 7. 2, 3, ils sont dans le parcours, donc il n'y a plus de 7 à rajouter. Je mets le 4 dans le parcours. 2, 3, 4 dans le parcours. Je défile un autre sommet. Maintenant, c'est le 8. Je mets le 8 dans le parcours et je rajoute les voisins du 8 à la file. Il y a le 2, je ne peux pas le rajouter, il est dans le parcours. Il y a le 7. Donc, je mets le 7. Je vais défiler encore. Le 3, je le défile, mais je ne peux rien faire parce que le 3 existe dans le parcours. Je ne peux pas le rajouter. Donc, je le passe. Je défile le 4 aussi. Le 4, il existe dans le parcours, donc je le passe. Je défile le 7. Le 7 n'existe pas dans le parcours. Je regarde les voisins du 7. C'est 4 et 8. 4 et 8 existent dans le parcours, donc je ne peux pas les rajouter à la file. Le 7, je le rajoute en parcours. Je défile encore. Bon, je m'arrête là, pardon. J'ai 2, 3, 4, 8, 7. Tous les sommets sont dans le parcours. Donc, j'ai terminé le parcours. Donc, 7 ensemble de 4, 8, 7 est une composante connexe de mon graphe. C'est la deuxième composante connexe de mon graphe. Je les supprime de mon graphe. L'ensemble des sommets sera vide. Donc, on a terminé le calcul des composantes connexes. Donc, en fin de compte, on a deux composantes connexes. On a le 1, 5 et 6 dans une composante et on a le 2, 3, 4, 8, 7 dans la deuxième composante. Voilà pour le calcul des composantes connexes en se basant soit sur l'algorithme d'exploration,
soit sur l'algorithme de marquage pour calculer les composantes connexes. Le point suivant, donc la connexité, qui est une notion non orientée qu'on peut appliquer aux notions, aux graphes orientés, comme on peut l'appliquer aux graphes non orientés. En parallèle, en parallèle à la chaîne, il y a le chemin orienté. Qui le cycle, en parallèle, il y a le circuit, c'est le cas orienté. La connexité, qui est une notion non orientée, elle a son équivalent, c'est la forte connexité. La forte connexité, c'est une notion purement orientée. On ne peut l'appliquer que sur les graphes orientés. Les graphes orientés. Qu'est-ce qu'on veut dire par la forte connexité? C'est que dans mon graphe, entre n'importe quelle paire de sommets, je trouve un chemin d'aller et un chemin de retour. Entre n'importe quel deux sommets quelconques dans le graphe, il y a un chemin pour aller du premier vers le deuxième et un chemin de retour du deuxième vers le premier. Voilà la notion de forte connexité. Comment on peut l'avoir? Par exemple, nous avons une petite ville avec plusieurs ruelles, mais les ruelles elles sont étroites. Donc, on se décide, par exemple, de rendre toutes les ruelles à sens unique. Donc, notre sens sera sens interdit. Est-ce qu'on peut se rendre, après avoir mis les plaques de sens interdit, est-ce qu'on peut aller de n'importe quel endroit vers n'importe quel endroit? Ou est-ce qu'on a créé des situations de blocage? De certains endroits, on peut aller vers d'autres et l'inverse, le retour, c'est pas possible. Voilà un petit peu l'idée. Aussi, on peut l'avoir si dans notre on a un réseau où les lignes de communication sont unidirectionnelles. Et donc, ça permet d'envoyer le signal dans un seul sens. Est-ce que deux équipements quelconques dans le réseau peuvent communiquer dans les deux sens, peuvent s'envoyer et recevoir des données? Donc, voilà la notion de forte connexité. Si on parle de la notion de forte connexité, on va parler des composantes fortement connexes. Si le graphe est connexe et fortement connexe, il n'y aura qu'une seule composante fortement connexe. Si le graphe n'est pas fortement connexe, il y aura deux ou plusieurs composantes fortement connexes. Avant de les définir, on a l'époque de la forte connexité. À la différence avec la connexité, la forte connexité, ce n'est pas évident de la voir à vue d'œil, de détecter à vue d'œil que mon graphe il est fortement connexe ou l'alerte. Pour la connexité simple, on pouvait la voir à vue d'œil. On va voir des entités dans le graphe, deux ou plusieurs, qui ne sont pas reliées entre elles. Par contre, dans la forte connexité, ce n'est pas du tout évident de la vérifier. Qu'est-ce qu'on veut dire par des composantes connexes? C'est la même idée des composantes connexes. Donc, le diminutif qu'on utilise, l'abréviation, c'est CFC, composante fortement connexe. Pour abréger, on écrit CFC. Donc, une composante fortement connexe, c'est un sous-ensemble de sommets. C'est un sous-ensemble de sommets. Donc, tout sommet qui n'a pas d'arc centrant, ou là, tout sommet qui n'a pas d'arc rentrant, il sera dans une composante fortement connexe seule. Il n'aura aucun sommet avec lui dans la même composante fortement connexe. Donc,
tout sommet qui n'a pas d'arc sortant, c'est-à-dire D plus TO égale à 0, et tout sommet qui n'a pas d'arc rentrant, c'est-à-dire que le D moins TO égale à 0, il sera seul dans une composante fortement connexe. Pour les autres sommets, tout sous-ensemble de sommets, le plus grand possible, qui forme, dans le sous-graphe forme un graphe fortement connexe, là, le sous-ensemble sera considéré comme une composante fortement connexe. Si le graphe est fortement connexe, il n'y aura qu'une seule composante fortement connexe. Et la matrice de fermeture transitive de notre graphe, elle sera complètement à 1. Elle sera complètement à 1. Si notre graphe est fortement connexe, la matrice de fermeture transitive sera complètement à 1. S'il y a le moindre zéro dans la matrice de fermeture transitive, ça veut dire que mon graphe n'est pas fortement connexe. Il y a deux ou plusieurs composantes fortement connexes. Maintenant, comment faire pour calculer les composantes fortement connexes et se décider aussi est-ce que mon graphe il est fortement connexe ou non. Alors, il y a plusieurs façons. Donc, une des façons, c'est de passer par les ensembles d'ascendants et de descendants. Qu'est-ce qu'on veut dire par ensemble d'ascendants et ensemble de descendants? Donc, en général, lorsqu'on parle de famille, donc les ascendants, ce sont nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les ascendants. Si j'essaie de voir ça sous forme de graphe, c'est tout sommet qui a un chemin vers moi. Donc, il a des arcs qui vont venir vers moi de façon directe ou indirecte. Donc, tout sommet qui a un chemin vers moi est considéré comme mon ascendant. Donc, vous avez la définition clairement. A de x égale tout sommet y appartenant à x, tel que il y a chemin de y vers x. Les descendants, maintenant, point de vue linguistique, descendants, ce sont les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, et ainsi de suite. Donc, point de vue théorie des graphes, donc ceci va donner tout sommet où il y a un chemin à partir de moi vers ce sommet-là. C'est mon descendant. Donc, l'ensemble D de x, chaque sommet x, je peux construire son ensemble de descendants, D de x. Ce sont tous les sommets y, tels qu'il y a un chemin de moi, de x, vers y. Donc, je rappelle, le symbole alpha, je l'ai expliqué la dernière fois, veut dire existe un chemin. Donc, x alpha y, il existe un chemin de x vers y. Voilà. L'ensemble des ascendants et l'ensemble des descendants, on les a définis. On avait dit qu'un graphe, il est fortement connexe s'il y a un chemin entre toute paire de sommets xy, de x vers y et de y vers x. C'est-à-dire que n'importe quel de sommets xy, x est l'ascendant de y et x est le descendant de y. Donc, un sommet sera en même temps, s'ils sont fortement connexes, il est en même temps ascendant et descendant. Donc, pour calculer une composante fortement connexe, les sommets qui sont avec moi dans la même composante fortement connexe, ils seront à la fois mes descendants et mes ascendants. Voilà le principe de l'algorithme. Donc, l'algorithme est le suivant. Donc, je démarre d'un sommet R et je vais calculer ses descendants. Ensuite, il y a une deuxième partie en bas où je calcule ses ascendants. Donc, je prends le sommet R, je le mets dans l'ensemble D, l'ensemble qui a mes descendants, et puis j'utilise le marquage qu'il m'a dans le graphe de connexité pour ne pas réutiliser le même sommet plusieurs fois. Donc, je marque tous les sommets à feu.
Et qu'est-ce que je fais? À chaque fois, je vais prendre un sommet de l'ensemble D, les descendants, qui n'est pas marqué, marque de I égale faux. Et qu'est-ce que je fais? Je le marque et je rajoute tous les sommets. Donc, je regarde tous les arcs qui sortent du sommet I. Je rajoute l'autre extrémité. Donc, je rajoute les voisins vers l'extérieur. Je les rajoute dans D. Et je répète ça, je répète jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sommet non marqué à l'intérieur de D. Donc, chaque sommet que je traite, je le marque. Je les marque de I après. Ensuite, je fais la même chose pour calculer les ascendants. Donc, je choisis un sommet, je marque tous les sommets à fond, d'accord? Ensuite, je choisis un sommet dans A qui n'est pas marqué. Puis, je le marque de I égale après, et je regarde tous les arcs qui vont vers I, tous les arcs rentrant vers I. Je rajoute l'autre extrémité de G, je le mets en A, et je répète ça. À la fin, qu'est-ce qu'on fait? La CFC, c'est quoi? C'est l'intersection entre les deux ensembles des les descendants et les ascendants. Ça, c'est une façon de faire, donc de calculer donc, les CFC à travers les descendants et les ascendants. Bien sûr, là, cet algorithme ne fait que calculer une seule CFC. Il faut le répéter à chaque fois, choisir un sommet qui n'est pas encore dans une CFC et répéter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sommets, jusqu'à ce que tous les sommets soient casés dans des différentes CFC. Un autre algorithme, si nous avons la matrice de fermeture transitive, ça sera beaucoup plus simple. Donc, quelle est la méthode? La méthode est la suivante. Donc, à partir de la matrice de fermeture transitive, je répète, la matrice de fermeture transitive, c'est la matrice M chapeau de IJ, il y a 1 s'il y a un chemin de I vers J, 0, il n'y a pas de chemin de I vers J. Qu'est-ce que je vais faire sur cette matrice? Je regarde la diagonale M de II, M chapeau de II, s'il est égal à 0, avec le sommet I, il sera seul dans une CFC. Allège. Donc, si M chapeau de II, ça veut dire qu'il y a un circuit, un chemin de I vers I. Il y a un circuit sur I. Donc, s'il n'y a pas de circuit qui passe par I, ça veut dire impossible qu'il y ait un sommet, un autre sommet X, qu'il y ait des chemins de I vers X et un chemin de X vers I. Donc, s'il y a un chemin de I vers X et un retour de X vers I, ça veut dire qu'il y a un circuit qui passe par I. Donc, s'il n'y a pas de circuit qui passe par I, ça veut dire qu'il n'y a aucun sommet avec I dans la même CFC. Donc, tous les sommets qui ont dans la diagonale 0 seront seuls dans une CFC. Ensuite, les autres sommets. J'élimine les sommets qui sont seuls dans une CFC. Pour le reste, je vais comparer quelles sont les lignes identiques et quelles sont les colonnes identiques. Donc, les sommets qui ont en même temps des lignes identiques et en même temps les colonnes identiques sont dans la même CFC. Pourquoi? Les lignes identiques, ça veut dire que de I vers là où il y a des 1, il y a des chemins de I vers ces sommets-là. Ça veut dire quoi? Là où il y a des 1 sur la ligne, c'est les descendants. La colonne, qu'est-ce qu'elle va me représenter? Elle va me représenter les ascendants. Où je termine indirectement l'algorithme des ascendants et des descendants indirectement. Donc, je ne fais que des comparaisons par la suite, des lignes identiques, colonnes identiques, dans la même CFC. Un petit exemple, on termine avec ça. Regardez à la matrice. Sur la diagonale, il n'y a que des 1. Donc, il n'y a aucun sommet pour le moment qui sera seul dans une CFC. Maintenant, je vais voir les lignes identiques. La ligne 1, 2, qui est complètement à 1, 4, 5, 6, 7. Donc, les lignes
de 1 jusqu'à 7, elles sont identiques. Et on a la ligne 3 qui est différente du reste. Pour les colonnes, on remarque que toutes les colonnes sont identiques, sauf la colonne 3. Donc, ceux qui ont les lignes et colonnes identiques en même temps, c'est 1 à 7, le sommet de 1 à 7, sauf le 3, donc ils sont dans la même CFC, et le sommet 3 qui sera seul dans une autre CFC. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Quelque chose à rajouter? Quelque chose qui n'est pas clair? Monsieur, d'où il vient le 8? Bon, je pense qu'il y a une erreur. Le 8 n'existe pas. Non, non. Je vais le corriger les documents que je vais vous envoyer. Il n'y a pas de 8. Non, non. Désolé, il n'y a pas de 8. Je vais l'enlever. Monsieur, si on a un 0 dans la diagonale, c'est-à-dire qu'on aura un autre ensemble de CFC. Si on a un 0 dans la diagonale. Oui, c'est que avec le sommet, il sera seul dans la CFC. Voilà, tout simplement. Je vais repartager l'écran après avoir corrigé. Bon, je n'ai pas un exemple, mais je ne sais pas si j'ai un exercice à la série de l'année passée. Je vais peut-être vous montrer un exemple. Voilà. Je vais essayer de vous partager la série de l'année passée, juste pour vous expliquer. Voilà. Si on a obtenu, par exemple, le graphe de la matrice, je regarde la diagonale, 1, 1, c'est 1, 2, 2, c'est 1, 3, 3, c'est 1. Par contre, 4, 4, c'est 0. Donc, le sommet 4 sera dans une CFC. Le sommet 4 sera seul dans une CFC. Donc, C1 sera composé du sommet 4, parce qu'il y a un 0 sur la diagonale. Pour les autres, ensuite, je fais des vérifications. Je regarde les lignes. Il y a des lignes qui sont complètement à 1, qui met le 1, le 3, le 5 et le 7. C'est des lignes identiques. Et nous avons d'autres types de lignes, le 2, le 6 et le 8, elles sont identiques. Le 4, il est seul dans une CFC, même s'il ressemble à autre chose. Pour les colonnes, je vois qu'il y a des colonnes qui sont complètement à 1, qui m'a la 2, la 6 et la 8. Et on a un autre type de colonnes qui sont alternées, 1, 0, 1, 0. C'est la 1, la 3, la 5 et la 7. Donc, les lignes identiques 1, 3, 5, 7 et 2, 6, 8, colonnes identiques 2, 6, 8 et 1, 3, 5, 7. Donc, ce qui me donne ceux qui ont en même temps ligne identique, colonne identique, 1, 3, 5, 7 dans une CFC et 2, 6, 8 dans une autre CFC. Est-ce que c'est clair? Oui, merci. OK. D'autres questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie.
Nous allons reprendre nos séances en présentiel pour les TD, donc lundi, le groupe du lundi, et samedi prochain pour les cours et les autres TD. Je vais voir avec l'administration s'il y a lieu de pouvoir organiser des séances de TD pour les groupes d'un samedi pour qu'ils soient au même niveau que le groupe d'un lundi. Voilà. Sur ce, je vous remercie en fin de journée et à bientôt. Merci, au revoir.